C'était en soutien aux victimes des manifestations qui ont eu lieu cette semaine à Gao. Au Cameroun, Amnesty International dénonce les méthodes de lutte contre Boko Haram. C'est à travers un rapport publié jeudi. Puis, forte pluie en Guinée-Conakry, des témoins affirment que 6 personnes ont été tuées en raison des accidents liés aux pluies. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, le boulevard de l'indépendance de Bamako a servi de point de départ à la marche des associations de la société civile et des ressortissants de Gao ce jeudi. Une marche de soutien aux victimes tombées lors des protestations contre l'installation des autorités intérimaires dans les régions du Nord et le recrutement des anciens combattants du Nord. Reportage Alima Bentouri. Les incidents malheureux survenus à Gao ces 2 derniers jours continuent de susciter des mouvements de contestation à travers le Mali. Ce jeudi, plus de 500 jeunes composés d'associations de la société civile et des ressortissants de Gao étaient dans les rues pour soutenir les victimes et réclamer justice. Tout citoyen malien est en droit de manifester son mécontentement vis-à-vis de dispositions qu'il trouve être pas normales. On ne peut pas tuer des gens, on ne peut pas tirer à balles réelles sur des populations qui manifestent. C'est un droit citoyen et nous nous battons pour les libertés individuelles. Non aux autorités intérimaires, à bas l'armée, à bas les groupes armés, à bas les assassins, à bas les ennemis de Gao. Non aux autorités intérimaires. Accompagné de slogans anti-autorité intérimaire, respect de la liberté individuelle, la marche est partie du boulevard de l'indépendance à celui de la liberté. Ces jeunes venus de divers horizons n'entendent pas baisser les bras. Les autorités intérimaires dans le cul du gouvernement malien, pas à Gao. Si le Mali veut nous imposer ces gens, ils vont marcher sur le corps de chaque citoyen de Gao avant que cela soit fait. Ces événements viennent une fois de plus mettre en cause l'accord de paix dont le contenu, selon bon nombre de Maliens, ne répond pas aux réalités du pays. Rappelons que lors de l'occupation des régions du Nord par les groupes armés en 2012, la jeunesse de Gao était au devant de la scène pour défendre volontairement les populations. Elle a donc connu un nombre considérable de pertes en vies humaines. Gao Timali! Gao Timali! Un journaliste mauritanien a écopé ce jeudi de 3 ans de prison pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre à Nouakchott. Cheikh Baye Ould Mohamed, journaliste et animateur du site d'information Méadine, est militant d'un mouvement de jeunes opposé au pouvoir actuel. Son avocat, maître Yarba Ould Ahmed Saleh, qualifie le procès d'injuste et d'excessif. Il devrait faire appel. Amnesty International a publié ce jeudi un réquisitoire sévère contre les méthodes du Cameroun dans sa lutte contre le groupe armé nigérien Boko Haram qui multiplie les incursions dans la zone frontalière. L'Organisation des droits de l'homme dénonce également les arrestations arbitraires, les morts en prison ainsi que les actes de torture perpétrés au Cameroun. Les images. Amnesty International dénonce la détention de plus de 1000 personnes dans des conditions épouvantables. Parmi elles, plusieurs dizaines meurent des suites de maladies, de malnutrition ou de torture dans le cadre des opérations de répression menées contre Boko Haram par les forces de sécurité camerounaises. L'organisation estime également à plus de 100 personnes, dont des femmes condamnées à mort par des tribunaux militaires. Nous n'avons jamais dit que l'armée ne devait arrêter personne. Nous disons, et je pense très clairement dit à mes collègues aussi, une personne doit être arrêtée si on a des éléments probants qui permettent de laisser penser que cette personne a possiblement commis une infraction. Mais cette intervention de l'ONG ne semble pas être du goût des autorités camerounaises qui rejettent son rapport. Nous n'avons pas besoin d'Amnesty pour venir nous créer des bordels. Qu'est-ce qu'Amnesty nous a amené comme aide? Dites-nous, depuis que le président Biya se bat, Amnesty nous a amené un sac de riz à nos frères qui sont déplacés. Quelle est la solution? Voilà une année que nos jeunes filles, frères, sœurs ne vont pas à l'école. Qu'est-ce
qu'Amnesty a amené? Ils ont amené un banc, ils ont amené le bic, une ardoise. Non, je suis désolé. Ils amènent leur micro pour en plus tuer le Cameroun. En tout, plus de 8000 soldats camerounais sont déployés dans l'extrême nord, où le groupe islamiste multiplie depuis 3 ans les attaques et attentats meurtriers. Amnesty International invite le gouvernement camerounais à agir de toute urgence pour faire respecter les droits humains dans son combat contre le groupe islamiste Boko Haram. En Ouganda, les chauffeurs routiers restent bloqués à la frontière avec le Soudan du Sud. Et pour cause, les conducteurs redoutent de traverser du côté sud-soudanais, vu que les camions-citernes y sont une cible particulière. Les détails. Alors que Juba, la capitale sud-soudanaise, a été le théâtre de vendredi à lundi d'affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles aux ordres du président Riek Machar, et bien que le cessez-le-feu décrété lundi soir par Salva Kiir et Riek Machar continuait ce jeudi d'être respecté à Juba, les chauffeurs routiers en Ouganda restent bloqués à la frontière avec le Soudan du Sud. Et plusieurs raisons expliquent ce blocage. Ce matin, on a vu des soldats traverser depuis l'Ouganda vers le Soudan du Sud et après environ 5 heures, ils nous disent maintenant que les camions-citernes doivent repartir en Ouganda, à 25-30 km. Donc, ils nous disent qu'on peut se faire attaquer à tout instant. Les camions-citernes sont un danger. Vous allez là-bas au Soudan du Sud, il y a des vols. Ils ont des armes et ils tirent. Certains chauffeurs se sont tout fait voler. L'argent, tout leur a été volé sur la route. Ce jeudi, un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré en territoire sud-soudanais pour évacuer les Ougandais bloqués à Juba, alors que l'ONU craint une possible reprise des combats dans la capitale et leur extension au reste du pays. Pour l'heure, aucun bilan des 4 jours de combat n'est disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes, militaires et civiles, dont 2 casques bleus chinois, ont été tués à Juba. En Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat aux réfugiés et le gouvernement ivoirien entendent accélérer le retour des réfugiés. Depuis la crise politique de 2002 à 2010, près de 50 000 réfugiés ivoiriens ne sont toujours pas rentrés au bercail. Plus de détails dans ce reportage. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara, plus de 5 années après la fin de la crise post-électorale survenue dans le pays. L'État de Côte d'Ivoire attend ses frères et sœurs en exil. Nous devons être ensemble pour construire notre pays, pour conduire notre pays vers les cimes. Et ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas dans les arrestations, ce n'est pas dans les emprisonnements, ce n'est pas dans les... je sais pas... Rien ne sera fait. Il faut que ces personnes aient confiance et reviennent, qu'elles n'écoutent pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement et le Haut Commissariat aux réfugiés rencontrent plusieurs obstacles dans la procédure de retour des réfugiés ivoiriens au bercail. Il s'agit notamment de problèmes de logistique mais aussi politiques liés aux réticences des réfugiés du Ghana et du Togo, majoritairement pro-Gbagbo. Aujourd'hui encore, ils craignent des représailles. Nous avons aussi estimé qu'il existerait un cas résiduel de réfugiés qui estimeraient que leur retour en Côte d'Ivoire pourrait être compromis et que ces personnes-là décideraient de rester dans les pays d'asile. Nous avons aussi mis en place un ensemble d'activités d'intégration locale qui pourraient favoriser l'intégration définitive dans les pays d'asile et favoriser bien entendu dans la dynamique de réintégration en Côte d'Ivoire. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, plus des 2 tiers des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux. Environ 40 000 réfugiés sont toujours en exil. En Guinée, suite à de fortes pluies qui se sont abattues ce mardi sur Conakry, la capitale, 6 personnes ont péri dans des accidents liés à ces pluies. Tous les décès ont été rapportés à Antanor, quartier défavorisé de la banlieue sud-est de la capitale, d'après des témoignages rapportés par des médias locaux et des résidents. De fortes pluies se sont abattues sur Conakry, la capitale guinéenne, causant d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines. Ces personnes ont été tuées par l'effondrement d'une partie de leur maison alors qu'elles dormaient, dans la nuit de mardi à mercredi. Ce sont les jeunes qui m'ont tiré des décombres alors que les murs m'étaient tombés dessus. Je n'ai rien su. Je ne savais pas si j'étais mort ou pas. Les jeunes m'ont sorti de l'eau
qui m'arrivait au niveau des hanches. Quand j'ai repris connaissance, je me suis arrêté et j'ai hurlé, mes enfants sont là à l'intérieur. Mes enfants sont là à l'intérieur. Mes 3 enfants. Rentrer dans la cour. Bon, le grand bâtiment et le petit bâtiment ici. Mais il y a eu beaucoup de dégâts dans le petit bâtiment ici. Parce que tout ce qu'on avait comme ustensiles de cuisine et tout ce qui était dans cette maison, tout est parti. Parce que le mur l'a cédé. La spéculation foncière et les pratiques véreuses de certains responsables locaux qui ont vendu des terrains non adaptés à la construction de logements, y compris des voies de ruissellement d'eau de pluie, sont également mises en cause. Si le ministère en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire veille sur la construction des populations dans une localité, le problème n'allait pas arriver à ce niveau. Signalons que les morts ou disparitions de personnes sont fréquentes en Guinée pendant la saison des pluies à Conakry notamment, résultant soit de noyades, soit d'éboulements. En pleine célébration de sa fête nationale, la France a été frappée par un nouvel attentat hier soir. Bilan, 84 personnes tuées. Un camion a foncé sur la foule qui assistait à un feu d'artifice à Nice, capitale de la Côte d'Azur. 8 mois après les attaques djihadistes de novembre à Paris, qui avaient fait 130 morts, la France a replongé dans un scénario cauchemardesque sur la promenade des Anglais, où aiment à flâner familles et touristes sous les palmiers le long de la mer Méditerranée. Alors que le feu d'artifice touchait à sa fin, un camion blanc a foncé à pleine vitesse sur la foule de milliers de badauds, fauchant indifféremment tous ceux qui se trouvaient sur son chemin sur 2 kilomètres. On a quitté le concert, on a traversé la promenade. Et arrivé sur le trottoir, la foule a hurlé, on voyait des gens partout courir et on s'est retourné à 3 mètres de nous. Le camion était derrière en train de rouler, d'écraser plein de gens. On a entendu des tirs aussi, donc avec le mouvement de panique de la foule, on s'est réfugié dans un immeuble. L'image qui me reste, c'est vraiment au ralenti ce camion qui passe et qui n'en finit pas comme un train, quoi, et qui bute plein de gens. 18 blessés étaient toujours entre la vie et la mort vendredi matin et les autorités dénombraient aussi une 50aine de blessés légers. Le but des terroristes, c'est d'installer la peur et la panique. Mais la France, le président de la République le rappelait hier, est un grand pays et une grande démocratie qui ne se laissera pas déstabiliser. Le président de la République a décidé un deuil national déclaré pour les 16, 17 et 18 juillet, en hommage aux victimes. À l'issue de sa course meurtrière, le conducteur du camion a été abattu par les forces de l'ordre après avoir commencé à tirer en direction de la police, selon des sources concordantes. À Paris, le président Hollande a annoncé une prolongation de 3 mois supplémentaires de l'état d'urgence qui devait prendre fin dans 15 jours. Ce régime d'exception, décrété après les attentats du 13 novembre, facilite notamment les perquisitions et l'assignation à résidence de suspects. À 22 jours des Jeux Olympiques de Rio, l'artiste brésilien de street art Eduardo Cobra travaille sans relâche pour terminer sa gigantesque fresque murale. Dans la zone portuaire revitalisée de la ville, l'artiste souhaite que son œuvre soit la plus grande du monde. Reportage. C'est sans doute la plus grande peinture murale du monde. Une fois achevée, elle devrait entrer dans le livre des records Guinness. Intitulée « Nous sommes tous un », cette fresque large de près de 3000 mètres carrés illustre les 5 continents du monde, respectivement représentés par 5 visages au nombre des anneaux olympiques des Jeux olympiques. Ce travail est une fresque murale qui parle de paix, de l'union des cultures, des peuples, des religions, des coutumes et des ethnies. Avec le monde dans lequel on vit, avec l'actualité et les conflits, je veux montrer à travers cette fresque l'union des peuples et non la séparation, la discrimination, la violence ou les préjugés. C'est une œuvre qui réclame la paix. Eduardo Cobra et son équipe travaillent d'arrache-pied pour livrer cette fresque dont la finition est prévue à la fin du mois de juillet, soit à quelques jours de l'ouverture des JO, devant commencer le 5 août prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Sika.